Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a présidé lundi une réunion pour faire le suivi de l'avancée des démarches de création des stations de dessalement d'eau de mer, en présence notamment du ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables, Mohamed Chakir, et du ministre du Logement et des Communautés urbaines, Assem El-Ghazzar. Cette réunion s'inscrit dans le cadre du suivi des efforts de l'État pour augmenter davantage le nombre de stations d'adoucissement d'eau de mer, tirer profit des expertises de pointe en la matière, afin que l'eau potable soit disponible en particulier aux habitants des régions côtières et celles donnant sur la mer Rouge et la Méditerranée, ainsi que sur les golfes de Suez et d'Aqaba, en application des directives du président Abdel Fattah el-Sisi. C'est ce qu'a déclaré M. Madbouli lors de la réunion à laquelle ont également pris part des responsables concernés par ce dossier. Le chef du gouvernement a jugé important de revoir la situation des offres faites par les entreprises qui se sont présentées pour exécuter les projets d'adoucissement de l'eau de mer. Pour sa part, le ministre de l'Électricité a déclaré que des offres avaient été faites par un nombre de grandes entreprises spécialisées dans le dessalement de l'eau de mer pour exécuter des projets au moyen des énergies renouvelables et que ces offres étaient en cours d'évaluation afin d'opter pour des prix compétitifs. Le ministre du Logement et des Communautés urbaines a de son côté indiqué que le plan stratégique de création de stations d'adoucissement d'eau de mer a pour objectif de subvenir aux besoins en eau potable face à la croissance démographique et normale ainsi qu'aux exigences du plan de développement global de l'État. Et pour parler donc de ce sujet, nous avons en ligne M. Nadim Semna, consultant international en stratégie des entreprises. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous tout d'abord où en est-on avec le domaine de l'eau en Égypte en général. Avec le domaine de l'eau. Oui. Aujourd'hui, c'est un domaine très important. Là, on sait que l'Égypte souffre d'un manque chronique d'eau douce et il y a bien sûr là toutes les questions de barrage en Éthiopie. Donc, il y a une vraie stratégie pour pouvoir changer cette situation. En tout cas, éliminer ou baisser l'impact négatif on va dire des challenges là que peut faire face l'Égypte. Et on voit qu'il y a un projet très ambitieux de développement des stations de désalination sur toutes les côtes quasiment, avec des montants assez importants. Il y a eu des appels d'offres qui ont attiré plusieurs entreprises internationales dans le domaine de désalinisation de l'eau. Et puis même la stratégie est assez complète, c'est-à-dire on n'achète pas juste les stations de désalinisation, mais on veut aussi construire les usines de pièces détachées pour pouvoir être autonome au moins pour la maintenance de ces stations d'eau. Comme on vient de le voir durant la réunion du Premier ministre, maintenant ça devient ce projet est prioritaire maintenant pour l'adoucissement des eaux de mer. C'est un problème quand même parce que c'est un projet assez coûteux et qui fait face à une population grimpante. Donc comment est-ce que le gouvernement peut faire l'équilibre entre ce besoin de la part des citoyens vu l'explosion démographique que nous vivons actuellement en Égypte, avec aussi en couvrant les coûts de ce projet qui va coûter énormément d'argent? C'est le problème que doit faire face le gouvernement dans beaucoup de domaines, malheureusement. Et c'est vrai que en tout cas, la limitation de la croissance démographique fait partie des priorités du président et du gouvernement, parce qu'il y a tous les domaines, tous les services de l'État se retrouvent confrontés à cette population galopante. Il ne faut pas juste pouvoir fournir l'eau nécessaire pour cette population,
mais il faut fournir aussi les écoles, il faut fournir les hôpitaux, il faut fournir plein de services auxquels le gouvernement a du mal à faire face. Je me rappelle encore d'une présentation magnifique qui a été faite par le Premier ministre il y a peut-être 1 ou 2 ans, qui a présenté l'état des services en Égypte dans les années 50 et aujourd'hui en fonction de la population. On voit l'évolution de la densité des classes dans les écoles, on voit le nombre d'hôpitaux par habitant, etc., etc. Et on voit que tous ces indicateurs se sont globalement dégradés. Pourquoi? Parce que malgré la hausse des services présentés par l'État, eh bien, la croissance démographique était plus rapide, était plus forte. Voilà, la population égyptienne a tout simplement quintuplé en 70 ans. Que faire alors? Je pense que le gouvernement, il fait ce qu'il peut. Il y a le projet de désalinisation. Donc c'est un projet ambitieux. C'est vrai que ça demande des investissements, mais après on ne peut pas vivre sans eau. Et on essaie de tirer profit de l'expérience d'autres pays. Il y a le fait de mettre en place des stations de recyclage, de retraitement de l'eau. Donc ça augmente aussi la capacité d'usage de l'eau en Égypte. Il y a des projets de rationalisation, en tout cas d'essayer de perdre moins d'eau dans tout ce qui est canalisation. Donc, il y a eu plein de projets aussi dans ce sens. Il y a bien sûr des efforts politiques pour limiter l'impact négatif du barrage en Éthiopie. Donc en fait le gouvernement explore toutes les possibilités, toutes les options pour pouvoir assurer l'autonomie en eau pour la population égyptienne. Et comment sensibiliser le citoyen égyptien pour rationaliser son utilisation d'eau? Je pense que c'est des habitudes de tous les jours qu'il faut acquérir. Je vois, même dans les pays européens, c'est devenu des réflexes naturels. Lorsqu'on voit qu'il y a des robinets qui coulent ou des choses comme ça, il faut les réparer, il faut faire cet effort et considérer que l'eau, c'est un bien public, c'est-à-dire qu'il appartient à tout le monde, pas qu'il appartient à personne. Donc tous les gestes qui contribuent à la consommation excessive d'eau et on va dire à la surconsommation d'eau, il faut savoir les limiter. C'est ce que le citoyen peut faire. Après, il y a on va dire des entreprises ou l'agriculture aussi, bien sûr c'est un grand consommateur d'eau. Il faut utiliser ou mettre en place des techniques d'irrigation pour rationaliser l'eau. Il y a des choses à faire. Oui, tout à fait. Bon, outre l'eau, Monsieur Samna, où en est-on avec notre économie en Égypte aujourd'hui? Pardon, j'ai pas entendu la dernière phrase. Où en est-on avec l'économie égyptienne aujourd'hui en général? On voit, là pour l'instant, on continue de subir quand même l'effet du coronavirus, de la crise. On a rattrapé une partie du retard, mais on n'a pas encore retrouvé, on va dire, la pleine croissance. Pourquoi? Parce qu'on subit l'impact négatif du reste du monde, si je peux dire. Là, en 2021, on a vu que plusieurs économies européennes ont commencé à s'ouvrir. Ils ont retrouvé des niveaux de croissance importants, pas autant, on va dire, d'avant la pandémie, mais ça commence à s'ouvrir. Et puis, il y a l'Omicron qui est arrivé, qui a incité plusieurs pays à refermer leur économie, à limiter aussi les échanges, etc. Donc, l'Égypte s'est retrouvée impactée. Il y a aussi l'augmentation des prix du fret.
ça limite tout ce qui est import-export, l'activité d'import-export de manière générale, et ça a engendré l'inflation dans beaucoup de pays, et surtout aux États-Unis par exemple, où l'inflation a atteint des niveaux historiques qui n'ont pas été atteints depuis 30 ans. Et quels sont... Et donc quand il y a l'inflation à l'étranger, ça engendre aussi des effets inflationnistes aussi en Égypte, quoique ça reste contenu. C'est-à-dire que l'augmentation de l'inflation en Égypte, on va dire entre l'année dernière et cette année, elle est quand même marginale. Ça permet de montrer la résilience de l'économie égyptienne, mais il y a quand même un effet négatif que l'économie égyptienne doit absorber. Oui, bien sûr. Après, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois? On commence à prédire quand même la fin ou le retour à la normale après 3 ans quasiment de crise de coronavirus. On espère que l'économie égyptienne va retrouver ses niveaux de croissance et que le gouvernement égyptien va continuer tous ces investissements et les investisseurs étrangers vont commencer à vraiment étudier sérieusement les possibilités d'investissement en Égypte. Donc c'est ce qu'on prédit. Monsieur Nadim Samna, vous êtes consultant international en stratégie des entreprises. On vous remercie pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.
Passons à présent à notre troisième reportage. Le Fonds monétaire international a revu à la hausse ses prévisions de croissance en Égypte, contrairement à la croissance mondiale. Une bonne gestion des répercussions de la crise de la pandémie est à l'origine de cette bonne performance. Cette prévision optimiste du Fonds monétaire international vient notamment en parallèle de celle des banques d'investissement égyptiennes et de celle de la Banque mondiale. Un reportage. Au moment où le Fonds monétaire international a tracé une image pessimiste pour l'économie mondiale, sa vision paraît optimiste pour l'économie égyptienne. Dans son rapport sur les perspectives économiques mondiales publié le 25 janvier, les prévisions de la croissance des principaux pays ont été revisées à la baisse, sauf quelques pays, y compris l'Égypte. Le FMI a revu à la hausse ses perspectives de l'économie égyptienne pour atteindre 5,6% contre les 5,2% prévus par l'institution internationale en octobre dernier. L'Égypte est le seul pays importateur de pétrole à avoir réalisé une croissance positive grâce à la bonne gestion des répercussions de la pandémie Covid-19 et à la publication de données économiques positives, a déclaré une économiste en chef au FMI à l'occasion de la publication du rapport. Cette prévision optimiste du FMI vient notamment en parallèle de celle des banques d'investissement égyptiennes et de celle de la Banque mondiale. Cette dernière a revisé aussi à la hausse ses prévisions du taux de croissance du PIB de l'économie égyptienne à 5,5% au cours de l'exercice en cours contre 5% prévu en juin. L'institution internationale a attribué cela dans son rapport sur les perspectives économiques publié il y a 2 semaines à l'amélioration de la demande extérieure des principaux partenaires commerciaux, à l'expansion des secteurs des technologies de l'information et des télécommunications et à l'extraction du gaz. Quant aux banques d'investissement, elles prévoient un taux de croissance similaire aux 2 institutions internationales. Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a décrit les rapports des institutions internationales comme étant un nouveau témoignage de confiance, prouvant ainsi la solidité de l'économie égyptienne et sa résistance aux défis mondiaux. Le programme de réforme économique a contribué à renforcer la structure de l'économie nationale, à atténuer la gravité du choc et à contenir les effets négatifs de la pandémie de coronavirus. L'Égypte est devenue plus apte à gérer de manière professionnelle et équilibrée cette crise mondiale, ce qui a évité à l'économie égyptienne le pire à la lumière des répercussions énormes qui jettent une ombre sur les plus grandes économies du monde, a annoncé le ministre dans un communiqué de presse publié à l'occasion de la publication du rapport du FMI. Le ministre a indiqué aussi que le projet de budget pour le nouvel exercice 2022-2023 visait à renforcer l'activité économique à la lumière de la pandémie en menant de vastes réformes structurelles dans divers domaines, d'une manière contribuant ainsi à inciter le secteur privé pour diriger la croissance économique et aider à localiser l'industrie et à stimuler les exportations. Pour parler de cela, nous avons en ligne Dr Abdelrafa Moussa, expert en économie. Allô. Oui, docteur, bonsoir. Oui, bonsoir, mais la voix n'est pas claire. Ah, là, vous m'entendez? Il faut hausser un peu la voix. D'accord, je vais hausser la voix. Bon, docteur Abdelrafa Moussa, Abdelrafa Moussa.
Oui, le Fonds monétaire international a revu à la hausse ses prévisions de croissance en Égypte, contrairement à la majorité des pays du monde. En quoi réside le secret de cette croissance économique? La petite phrase là, je ne l'ai pas entendue. Il faut me parler un peu en haute voix et éclairer, moi, les phrases que vous avez dites là. D'accord. Est-ce que là, vous m'entendez? Parce que si vous ne m'entendez pas, on peut couper et reprendre l'appel. Il faut... vous ne pouvez pas me parler un peu plus haut? Là, je suis en train de crier, hein, docteur. Oui, c'est pas clair, là. Bon. J'entends rien. D'accord. On va couper et on va essayer de reprendre l'appel. Donc, une petite pause et on se retrouve après. Une pause.